Mon intérêt précoce pour ce domaine est né de ma fascination pour les sciences et les mathématiques. Cependant, au moment d'étudier la géométrie, mon intérêt portait davantage sur la manière dont les preuves étaient découvertes que sur les théorèmes eux-mêmes. De même, en sciences, mon intérêt concernait davantage la manière dont les choses étaient découvertes que les contenus de ces découvertes. L'œuf doré n'était pas aussi excitant que l'oie qui le pondait. Ce merveilleux paragraphe est une citation de Ray Solomonoff, l'un des plus grands héros du bayésianisme. Si Pierre-Simon Laplace est certainement le père du bayésianisme, David Hume en est probablement le grand-père et Ray Solomonoff en est clairement l'enfant prodige. Dans une série d'articles s'étalant de 1960 à sa mort en 2009, Solomonoff aura sans doute combiné de la manière la plus parfaite qui soit les inspirations géniales mais incomplètes de ses illustres prédécesseurs. La théorie de l'induction ainsi conçue par Solomonoff mélangea à merveille les deux grands piliers du savoir, intuités par Hume, discutés par Laplace, exploités par Turing et formalisés par Kolmogorov, à savoir la théorie des probabilités et la théorie du calcul. La théorie de la probabilité algorithmique qui en résultait, qu'on appelle désormais l'induction de Solomonoff, permit de cerner avec une clarté étonnante ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Il y a très peu de lectures qui m'auront fait trembler avec autant d'émotion, de questionnement et d'émerveillement que les écrits somptueux de Solomonoff. C'est comme si, devant mes yeux, je voyais se combiner délicatement et parfaitement les merveilleuses pièces d'un Saint Graal dont j'avais été sur la trace depuis de longues années, alors que je me noyais dans de sombres lectures en épistémologie et en théorie du machine learning. Lire Solomonoff est très nettement le plus grand bouleversement épistémique que j'ai connu et très probablement que j'aurai connu dans ma vie. C'est avec énormément de joie et d'enthousiasme que je vais essayer de vous expliquer l'argument le plus important en faveur de la validité épistémique de l'induction de Solomonoff et qui me semble être aussi, du coup, l'argument théorique le plus convaincant en faveur du bayésianisme. Même si, il y en a d'autres comme le théorème d'admissibilité des algorithmes bayésiens, le théorème de la classe complète des algorithmes bayésiens, le théorème du livre de compte néerlandais et le théorème de James Cox, parmi d'autres. Cet argument quasi décisif en faveur du bayésianisme est le théorème de complétude de Solomonoff. Et avant de vous le présenter, je vous invite à lire ce que Solomonoff disait à son sujet dans un article intitulé « La probabilité algorithmique résout-elle le problème de l'induction ?» Il devrait être noté que le seul argument qu'il faut considérer pour l'utilisation de ces techniques pour l'induction est leur efficacité pour obtenir de bonnes prédictions probabilistes pour les événements futurs. Le fait que les propriétés de ces techniques sont en accord ou non avec nos intuitions sur l'induction est une considération secondaire. La principale question est: est-ce que ça marche? Comme nous allons le voir, oui, ça marche. Aujourd'hui, on va voir ce qui a justifié Solomonoff à conclure que oui, ça marche. Et on verra la prochaine fois comment Solomonoff a aussi démontré l'impossibilité de faire en sorte que quelque chose marche vraiment en pratique. #teaser. Pour ces merveilleux théorèmes mathématiques, mais aussi et surtout pour toute la construction préalable d'une théorie d'une pureté délicieuse, je tiens à exprimer toute ma gratitude et toute mon admiration. Merci Ray. Merci, Monsieur Solomonoff. Alors, avant de vous présenter ce que Solomonoff considère être l'argument ultime pour montrer que l'induction de Solomonoff, ça marche, je vais rapidement rappeler en quoi consiste cette induction. Comme on l'a vu dans les 2 dernières vidéos de la série, cette induction de Solomonoff repose sur 5 fondements. 1. Les données sont numérisées. 2. Toute théorie doit parier sur toute donnée observable. 3. Toute théorie doit être calculable. 4. Les théories plus complexes sont exponentiellement moins crédibles a priori, ce qu'on appelle aussi le rasoir d'Occam. Et 5. Toute prédiction doit se conformer aux lois des probabilités. En particulier, une fois l'a priori défini, il s'agit tout bêtement d'appliquer les lois de probabilité pour calculer les crédences a posteriori des théories T, sachant les données collectées D, et pour prédire les probabilités des données X observables mais non encore observées, via d'un côté la formule de Bayes et via de l'autre la loi des probabilités totales. Si ce que je viens de dire ne coule pas bien dans votre cerveau, je vous invite à voir et à revoir les 2 épisodes précédents et celui sur la formule du savoir. Mais alors, que dit ce fameux théorème de complétude de Solomonoff? Pour le comprendre, on va supposer qu'à chaque instant, l'univers exécute un algorithme possiblement randomisé et nous révèle ensuite un bit d'information 0 ou 1.
Et à chaque instant, avant de recevoir le prochain bit, nous allons exécuter rigoureusement les calculs de l'induction de Solomonoff, ce qui va nous amener à assigner une probabilité sur la valeur du prochain bit d'information qu'on observera. Notez que le formalisme est ici équivalent à celui de l'épisode 32, à la légère différence près que le choix du prochain bit peut être randomisé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est comparer le pari de l'induction de Solomonoff à la meilleure prédiction possible qu'on aurait pu faire si on connaissait les lois de l'univers, mais si on ne connaissait pas le résultat de la randomisation exploitée par l'univers. Si notre probabilité n'est pas cette meilleure prédiction possible, alors on va perdre des points. Et plus notre probabilité est loin de la meilleure prédiction possible, plus on va perdre des points. Typiquement, on peut considérer que le nombre de points perdus est égal au carré de la différence entre la meilleure prédiction possible et la prédiction de l'induction de Solomonoff. La question posée par Solomonoff est ensuite la suivante. Combien de points perdra-t-on en moyenne? Quelle est l'espérance du nombre de points perdus? Eh bien, de façon stupéfiante, Solomonoff a démontré que l'induction de Solomonoff garantit de perdre assez peu de points et que, d'une certaine manière, c'est aussi la seule manière d'y arriver. On reviendra sur ce second aspect la prochaine fois. Expliquons d'abord ce que ça signifie que de perdre peu de points. Eh bien, le théorème de complétude de Solomonoff garantit que l'espérance de la perte totale de points après une infinité de paris est au plus la complexité de Solomonoff de l'algorithme randomisé qu'exploitait l'univers pour calculer le prochain bit d'information à nous envoyer. Incroyable, avec l'induction de Solomonoff, on garantit en gros qu'après un certain nombre d'erreurs, on n'en commettra essentiellement plus aucune. Et surtout, ceci est valable quel que soit l'univers considéré, pourvu qu'il obéit à une thèse de Church-Turing avec possiblement une randomisation. C'est en ce sens que l'induction de Solomonoff peut être qualifiée de complète. Elle permet d'apprendre rapidement les bonnes lois dans tout univers calculable. Par opposition, les autres méthodes seront quasi assurément incomplètes dans le sens où pour certains univers, leur total d'erreurs divergera vers l'infini. Elles commettront une infinité d'erreurs dans certains univers. Une dernière chose à noter, c'est que l'incomplétude de Solomonoff englobe bien évidemment le cas d'un univers déterministe où chaque nouveau bit est calculé selon des lois fixes et prédéterminées. Dans ce cas aussi, l'induction de Solomonoff finira par mettre des probabilités arbitrairement proches de 1 à la valeur des prochains bits que l'univers révélera. Bref, la complétude de Solomonoff, c'est un résultat ultra balèze. Plus que toute autre chose, c'est le théorème qui m'a fait conclure à 99,9999% que le bayésianisme est l'épistémologie ultime. Mais d'où vient ce miracle de Solomonoff? Alors, ça va se corser un petit peu, mais j'ai quand même envie de vous expliquer une démonstration de ce bijou de bayésianisme, même si, bon, on va pas rentrer dans tous les détails non plus. L'idée de la démonstration que je vous propose s'appuie sur le curseur de Turing dont on a parlé dans l'épisode 14. Souvenez-vous, ce curseur est placé sur une droite graduée avec tout à droite une théorie T et tout à gauche une théorie alternative A. Si le curseur est au milieu, ça veut dire qu'il juge les deux théories aussi crédibles l'une que l'autre. Et plus il penche à droite, plus il juge que la théorie T est plus crédible que la théorie A. On va maintenant considérer à droite la vraie théorie T étoile qui régit les données observées. L'énorme astuce va maintenant être de remplacer la théorie A à gauche par n'importe quelle théorie, y compris la théorie T étoile. Formellement, ça correspond à l'union de toutes les théories ou encore à T étoile ou non T étoile. Et intuitivement, la théorie à gauche n'est autre que l'induction de Solomonoff. Alors, quel est l'intérêt de faire cela? Eh bien, pour commencer, on peut calculer la position initiale du curseur de Turing. Un rapide calcul montre que cette position initiale est forcément le log de la probabilité a priori de T étoile. Si on considère l'a priori de Solomonoff, on a vu que cette probabilité a priori est au moins 2 puissance moins la complexité de Solomonoff de la vraie théorie T étoile. Et encore une fois, je vous renvoie vers les épisodes précédents pour comprendre ce que cela signifie. Du coup, en considérant le logarithme en base 2, on conclut que la position initiale du curseur de Turing est à droite de moins de k de T étoile. Mais par ailleurs, on sait que la théorie T étoile ou non T étoile est forcément plus crédible que juste T étoile. Encore une fois, un rapide calcul permet de le vérifier formellement. Mais alors, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, on sera forcément toujours à gauche
du 0. On penchera toujours forcément du côté T étoile ou non T étoile. Bref, on commence à droite de moins de k de T étoile et on reste forcément à gauche de 0. Ça veut dire que le curseur de Turing ne pourra pas trop se déplacer vers la droite. Ou dit plus formellement, la somme des déplacements du curseur de Turing vers la droite sera forcément au plus de k de T étoile. Or, chaque erreur de prédiction de l'induction de Solomonoff vis-à-vis de T étoile correspond nécessairement à un mouvement du curseur. En effet, si l'induction de Solomonoff fait la même prédiction que T étoile au sujet d'une donnée dt à l'instant t, sachant les données passées d inférieure à t, alors, quelle que soit la valeur de la donnée dt, elle sera tout aussi surprenante sachant l'induction de Solomonoff que sachant T étoile. Dès lors, le rapport de surprise sera égal à 1, donc son logarithme sera égal à 0, ce qui revient à dire que le curseur ne se déplacera pas. En fait, l'ampleur du déplacement du curseur, notamment vers la droite, est une mesure de l'erreur de prédiction de l'induction de Solomonoff par rapport à la prédiction via T étoile. Pour les matheux parmi vous, ou pour ceux qui ont vu mon live sur la théorie de l'information, l'espérance de l'ampleur du déplacement du curseur n'est autre que la divergence de Kullback-Leibler entre la vraie théorie T étoile et l'induction de Solomonoff. Et comme cette divergence de Kullback-Leibler est supérieure ou égale à 0, en espérance, le curseur se déplacera toujours vers la droite. Mais alors, l'espérance de la somme de tous les déplacements est forcément bornée par le déplacement maximal total vers la droite, qui, comme on l'a vu, est égal à la complexité de Solomonoff de la vraie théorie. Or, pour une prédiction sur un bit, on peut montrer que l'erreur quadratique de prédiction est inférieure à une constante fois cette divergence KL. Ainsi, l'espérance de la somme des erreurs de prédiction est au plus une constante fois l'espérance de la somme des déplacements, qui est au plus l'espace de déplacement entre moins de k de T étoile et 0, qui est égal à k de T étoile. CQFD, on vient de démontrer que la somme des erreurs de prédiction de l'induction de Solomonoff est au plus de ln de 2 divisé par 2 fois la complexité de Solomonoff de la vraie théorie T étoile, et comme ln de 2 divisé par 2 est inférieur à 1, on peut l'oublier. Et notez que cette magie de Solomonoff réside dans les propriétés du curseur de Turing, qui sont elles-mêmes des conséquences des lois des probabilités conditionnelles. Bref, si ça marche, c'est en fait vraiment grâce à la loi de Bayes et donc à la formule du savoir. On peut remarquer une implication rassurante de ces théorèmes. Comme annoncé la dernière fois, le choix du langage joue assez peu. En effet, en définissant l'induction de Solomonoff dans le langage M au lieu du langage L, on aurait une quantité d'erreurs égale à la complexité de Solomonoff de la théorie T étoile dans le langage M, ce qui est au plus la complexité de Solomonoff de T étoile dans le langage L, plus la longueur du compilateur. Voilà qui rajoute une quantité en fait assez négligeable, surtout pour des univers de complexité supérieure aux mégaoctets, ce qui semble être largement le cas de notre univers. Alors, j'ajoute que Solomonoff, lui, s'est particulièrement intéressé à des langages binaires dits sans préfixe, qui sont très liés à la constante oméga de Chaitin, dont on a parlé dans l'épisode 29. Cependant, le théorème de complétude de Solomonoff exprimé avec la divergence KL est lui tout à fait général, et ça applique bien au-delà des langages binaires sans préfixe. En fait, ce théorème est entièrement un théorème des probabilités, dans la mesure où, en considérant à droite le logarithme de 1 divisé par la probabilité a priori de la vraie théorie, le théorème de complétude peut en fait s'exprimer sans aucune référence à la calculabilité exigée par Solomonoff. Ainsi, pourvu qu'on applique le bayésianisme avec un a priori universel, c'est-à-dire un a priori qui assigne une crédence strictement positive à toute théorie T d'un ensemble T rond de dénombrables de théories, et pourvu que les données sont effectivement générées pour une théorie T de l'ensemble des théories qu'on a considérées, le théorème de complétude s'applique. En exécutant les calculs bayésiens, on commet une somme cumulée finie d'erreurs, malgré le fait d'avoir effectué une infinité de paris. Et ça, c'est quand même ultra oufissime. En particulier, ça montre que la complétude peut persister, même pour une induction calculable, pourvu que l'ensemble des théories considérées est récursivement énumérable. Et ce que je vous dis ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, on en reparlera la prochaine fois, et puis bon, c'est pas si important que cela. Avant de conclure, je vais me permettre de revenir à la citation de Solomonoff que j'ai donnée en début de vidéo.
il devrait être noté que le seul argument qu'il faut considérer pour l'utilisation de ces techniques pour l'induction est leur efficacité pour obtenir de bonnes prédictions probabilistes pour les événements futurs. Le fait que les propriétés de ces techniques sont en accord ou non avec nos intuitions sur l'induction est une considération secondaire. La principale question est: est-ce que ça marche? Comme nous allons le voir, oui, ça marche. Cette citation est vraiment fascinante. Elle réagit certainement à beaucoup de critiques de l'induction de Solomonoff qui, selon Solomonoff, frappent à côté de la cible. En effet, bien souvent, dans beaucoup de livres d'épistémologie notamment, on donne énormément d'importance à nos intuitions sur l'induction. Typiquement, on va souvent vouloir formaliser des notions comme la vérité, l'objectivité, la causalité, l'intelligence, la conscience ou voire encore la compréhension des choses. Ainsi, beaucoup de scientifiques affirment que les algorithmes n'ont pas d'intelligence car ils n'ont pas une compréhension des opérations sémantiques qu'ils sont censés effectuer. C'est notamment le cas lorsqu'on insiste sur l'expérience de pensée de la chambre chinoise qui est censée montrer que les algorithmes ne font que de la manipulation de symboles et qu'ils ne pensent pas. Finalement, la découverte la plus stupéfiante de Solomonoff, c'est peut-être surtout la découverte de l'inutilité de tous ces concepts pour résoudre le problème de l'induction, même si la notion de vraie théorie nous a par ailleurs été utile pour montrer l'efficacité de l'induction de Solomonoff. De façon intéressante, elle n'a pas été utile pour définir cette induction. En tout cas, s'il s'agit de faire des prédictions ou s'il s'agit de prendre les décisions pour augmenter la probabilité d'un futur meilleur, toutes ces notions que notre intuition juge instinctivement si incontournables ne le sont en fait pas. Ou du moins, Solomonoff a montré qu'il est largement possible de faire sans. Et c'est finalement ça, le grand pari du bayésianisme. Comme je l'avais annoncé au début de cette série, le bayésianisme peut être vu comme le fait de faire du langage des probabilités le langage du savoir. Bon, si on suit les pas de Solomonoff, il reste nécessaire de compléter ce langage par le langage de la calculabilité. Néanmoins, si l'on en croit Solomonoff, ces deux langages semblent à la fois nécessaires, mais aussi suffisants. A l'instar du gros livre de Wittgenstein dont le langage est incapable de parler d'éthique, le livre complet sur l'induction écrit par Solomonoff ne permet de parler de rien d'autre que de probabilité, de calcul, de données. Et ça, c'est de loin le plus grand bouleversement et le plus grand vertige philosophique que le bayésianisme a su m'offrir. À en croire Solomonoff, pour savoir, il n'y aura finalement besoin de rien d'autre de plus que de probabilité, de calcul et de données.